qui sont trop chers et dépassés par rapport à leur utilité. Or, si on aurait voulu formuler de manière plus neutre objectif, ça aurait été de dire, hein, est-ce que vous considérez que notre fiscalité est juste ou efficace? Là, vous ne présupposez rien. Est-ce que c'est quoi pour vous les impôts? Est-ce qu'il vous semble important de faire des économies? Si oui, sur quelle économie faut-il s'appesantir? Donc là, vous avez déjà une présupposition qui part d'un raisonnement qui consiste à dire qu'il faut supprimer les services publics, donc on va diminuer les impôts et on va rendre notre système fiscal plus efficace. Déjà, quand vous dites rendre le système plus efficace, vous postulez qu'il n'est pas assez efficace. Or, qui dit qu'il est efficace n'est pas assez efficace. Là, il faut encore questionner la question et se dire à quel niveau est-ce qu'on se situe pour dire qu'il n'est pas efficace. À la limite, en reformulant, on aurait pu dire faut-il supprimer certains services publics ou faut-il les garder? Vous voyez, là vous temporisez. Et donc là, vous voyez, alors on en vient au lien entre les 4 premières questions et la 5e question. La 5e question est une question ouverte. Or, pourquoi formuler une question ouverte alors que l'objectif est indirectement formulé, celui de la réduction des impôts et des services publics? Là, vous voyez une contradiction apparente. Donc l'idée, c'est qu'on a, en communication, on se rapproche de ce qu'on appelle un choix illusoire. C'est-à-dire qu'on laisse penser que la personne a le choix en lui laissant l'initiative de la réponse, alors que derrière la question, on présuppose une réponse désirée. Si vous voulez, c'est un peu ce qu'on retrouve en marketing ou en communication. Si vous dites, par exemple, ok monsieur, voici le contrat, est-ce que vous avez un stylo pour signer? Vous présupposez que la personne va conclure le contrat. Et d'emblée, vous la mettez dans l'action. Elle n'a pas le temps de réfléchir. C'est comme si je dis, ok, est-ce que vous allez payer par carte ou par chèque? Là, vous présupposez que la personne va payer. Donc on retrouve à peu près ce même raisonnement. On ne se pose pas la question de l'objectif. C'est de suite, comment fait-on pour réduire les impôts et les services publics? Sauf que la personne qui n'est pas habituée à voir ces schémas, ces éléments de langage, peut se dire, ok, je vais répondre à la question parce que j'ai envie de m'impliquer, mais qu'est-ce qu'on peut lui rétorquer? On lui dire, ok, si vous répondez à la question, c'est qu'indirectement, vous êtes d'accord avec l'objectif de réduire les services publics. Vous voyez comment par les présuppositions, on peut amener la personne à faire croire que ses choix sont les siens, alors qu'en fait, ils agissent au niveau de l'inconscient, des structures inconscientes, via les tournures de phrases qu'on emploie. Donc voilà, il y a un jeu subtil entre ces questions ouvertes et ces questions fermées. Et donc en fait on est directement dans la recherche de la solution possible pour réduire les services publics avant même que de débattre du problème et de poser la question du consensus autour du problème. Donc si vous voulez, c'est comme si on amenait la personne à répondre à la question, à partager l'objectif de la question qui est posée par la question sans lui avoir à poser la question du pour et du contre. Donc il y a un risque d'avoir une réponse qui est biaisée, qui est tronquée. Et l'ensemble des questions ouvertes qui viennent après cette série de 4 questions, finalement, ne sont là que pour donner l'illusion d'une liberté. Mais c'est parce qu'on donne l'illusion d'une liberté à la personne qu'elle croit que sa réponse va être libre. Et donc, tu me parlais notamment des alternatives, hein, Jacqueline. Si on parle des alternatives, c'est exactement ça, c'est particulièrement pernicieux. Puisque ces questions ouvertes, à mon sens, si je les observe, ce que je vois, c'est que cette manière de présenter des questions, dans ce sens, ça laisse à penser qu'on propose une alternative aux Français, alors qu'en fait, ça présuppose la réponse désirée, la réduction des services publics. Mais c'est surtout tourné sous forme d'interrogation, ajouter une affirmation dans le but de déplacer la résistance. Vous voyez comment ça peut être très, très subtil. Alors encore une fois, moi je suis un peu comme vous, je ne suis pas anti-Macron, pro-Macron. Je veux accuser personne, je ne suis pas là pour vous influencer, je vous donne des éléments de réponse après à voir ce que vous voulez en faire. Mais dans cette première série de questions, ce qui est dangereux à mon sens, c'est qu'il y a la certitude d'une affirmation qu'on vient changer en incertitude. C'est une affirmation qu'on pose sous forme de question. Ça, c'est le premier point. La deuxième dimension sur l'organisation de l'État et des collectivités publiques. Ah oui, avant d'oublier, j'avais noté, ce qui n'est pas dans la série de questions, mais que vous pouvez retrouver sur le site, c'est l'exposé des motifs. Allez le voir, il y a un très 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 beau procédé de storytelling. Le storytelling, c'est raconter une histoire, c'est quand vous voulez vendre un produit, vous racontez une histoire pour la mettre en forme. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs de Macron disent que Macron était un très très bon storyteller et c'est comme ça qu'il a permis aux banquiers, aux Rothschild de faire fortune. Il était très très bon dans l'art de raconter des histoires. Voilà.
Si je vous dis par exemple, regardez, alors je cite un propos de Macron, « L'impôt est au cœur de notre solidarité nationale, c'est lui qui finance nos services publics. Il vient rémunérer les professionnels, les professeurs, les pompiers, les policiers, les militaires, les magistrats, les infirmières et tous les fonctionnaires qui œuvrent à notre service. Il permet de verser aux plus fragiles des prestations sociales, mais aussi de financer certains grands projets d'avenir. Mais l'impôt, lorsqu'il est trop élevé, prive notre économie des ressources qui pourraient utilement s'investir dans les entreprises, créant ainsi de l'emploi et de la croissance. » Comment ne pas être d'accord avec cette affirmation? Il parle de tout le monde. Imaginez les pompiers, imaginez les policiers, imaginez les plus fragiles. Mais parce qu'on veut de la richesse, il faut faire attention. Donc, vous voyez la contradiction. Donc c'est ça, c'est sacrément subtil, voilà. Alors je fais. Pervers. Ouais, après c'est un élément d'interprétation qu'on peut avoir. J'y viendrai en conclusion, mais effectivement. Tu parles en fait, c'est des techniques de vente. On appelle ça des alternatives positives. C'est ça. Tu préfères manger chez moi ou chez moi, par exemple. Choix illusoire. Voilà. Ou chez toi ou chez moi, enfin, peu importe. Après, j'en parle en conclusion, je te remercie d'anticiper. Tout dépend comment on l'interprète, si c'est de la manipulation ou si c'est de l'influence. Ça, c'est de la manipulation. On le fait indirectement, consciemment, inconsciemment, s'il n'y a pas un effet système, si lui-même est prisonnier d'une logique système, c'est quelque chose à débattre. De toute façon, l'influence, c'est de la manipulation. Voilà. Après, on en parlera après. Merci de poser la question. Alors, sur l'organisation de l'État et des collectivités territoriales, donc là aussi, on retrouve à peu près le même schéma, à savoir que les questions 7 et 8 préparent la réponse à la question 9. Public, oui. Collectivité publique. Merci de signer. C'est pour ça que je l'ai copié. Donc là aussi, il y a une alternance entre questions ouvertes et questions fermées. Si je vous lis les questions 7 et 8, alors question 7, y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveau de collectivité locale? Donc soit réponse fermée par oui ou par non. Question 8, faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action au plus près des citoyens? Oui, non. Et question 9, comment voudriez-vous que l'État soit organisé? Comment peut-il améliorer son action? Là, on passe à une question ouverte. Mais dans le fait de poser ces questions fermées, déjà, vous présupposez le oui ou le non. Donc, vous amenez la personne à se positionner, donc à prendre parti. Et alors, il y a un biais dans la question 7, quand on dit y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de collectivités territoriales? Déjà, si on dit y a-t-il trop, vous présupposez qu'il y en a trop. Le formuler de manière neutre ou objective, ça aurait été de dire y a-t-il trop ou pas assez de services publics ou de collectivités territoriales? Ou même en étant encore plus neutre, y a-t-il trop, pas assez, plutôt ou plutôt pas de collectivités ou d'administration? Là, on aurait été un peu plus neutre, un peu plus objectif. Donc d'emblée, cette manière de poser la question peut avoir effet d'orienter le débat autour du trop. Et donc, encore une fois, de présupposer les questions et les réponses qui vont être débattues autour du trop de services publics. Avec forcément un effet de renforcement qui vient renforcer la première thématique, puisque s'il y a trop de services publics ou pas assez de services publics, on repose la question des impôts et des ressources. Donc vous voyez, là il y a encore un effet de renforcement. Donc la première thématique ne vient pas sans rien. Le choix et l'ordre des questions, à mon avis, n'est pas fait de manière à... n'est pas fait au hasard. Voilà. Donc voilà, pourquoi poser la question si d'emblée on postule qu'il y en a trop? Et puis surtout, sur quoi se base-t-on pour postuler qu'il y en a trop? Encore une fois, le niveau de référence n'est pas posé. Et puis surtout, à quel échelon fait-on référence? À quel niveau d'analyse se place-t-on? Ça aussi, c'est évincé. C'est pas très clair, c'est ambigu. Si on regarde la question 8, à quel niveau et quel service? Alors pourquoi poser la question si d'emblée la question précédente postule qu'il y a trop d'échelons administratifs ou trop de collectivités territoriales? On en revient toujours à la même question, c'est le serpent qui se mord la queue. Question 9. Donc la question 9, c'est quoi? C'est comment voudriez-vous que l'État soit organisé? Comment peut-il organiser son action? Pourquoi poser la question, étant donné qu'on a amené la réponse auparavant? Et encore une fois, c'est centré sur l'État, sur l'action de l'État, et pas sur les associations ou sur les mécanismes alternatifs. Alors je devance peut-être ton élément de réponse, Jacqueline, sur les alternatives. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaierai d'évoquer en conclusion, puisque, en lien avec les questions de communication, puisque ça, c'est aussi l'illustration qu'il y a de gros problèmes de communication, et puis aussi en matière d'instruments d'action publique, puisque cette manière ce grand débat national est un instrument d'action publique. Alors, en faisant grâce de toutes les théories qu'on trouve sur les mécanismes sociologiques, psychologiques, un outil d'action publique n'est jamais totalement neutre. Il ne vient jamais au hasard, jamais à n'importe quel moment, ni ne se met en place à n'importe quand, avec n'importe quelle personne. Donc voilà, si vous observez bien ces questions
7 à 9, en fait, ce n'est ni plus ni moins que la même question, mais reformulée différemment. Mais en reformulant différemment, on fait croire qu'il y a une évolution dans le débat, alors qu'il n'y en a pas du tout. Idem pour la question 10, j'ai presque envie. Alors, faut-il revoir le fonctionnement de l'administration et comment? Donc, encore une fois, on induit la réponse à la question par le simple fait de postuler qu'il faut revoir le fonctionnement de l'administration. Or, qui c'est qui veut revoir le fonctionnement de l'administration? Est-ce que les Français veulent véritablement revoir le fonctionnement de l'administration? Et de quelle administration parle-t-on? Ça, on peut le savoir que quand on leur demande. Or, on ne leur demande pas, on postule, on part du principe que les Français veulent revoir le fonctionnement de l'administration. Se rattacher à un système Et ça, on peut le savoir que si on met la question au débat public, s'il y a un consensus autour de l'objectif. Or, comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est très difficile. Donc, quand elle sonne, tiens, je te le passe. Alors, sur la transition écologique, qu'est-ce que j'avais remarqué aussi? Oui, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans ces deux premières parties, on a ce qu'on appelle des postulats de conversation, c'est-à-dire qu'on postule, maintenant c'est le mien, décidément, je l'éteins. Quand on postule ces questions, si vous voulez, quand on présuppose ces réponses, c'est-à-dire qu'on va orienter la communication vers une question qui oriente une action, soit une réponse par oui ou par non, mais on oriente. On oriente et ça permet à la fois d'être directif tout en mettant la personne à l'aise et en lui faisant croire ce que l'on veut. On lui laisse l'autonomie de penser ce qu'elle veut, alors qu'en fait, on agit indirectement, par le sens des mots qu'on emploie. Alors ensuite, sur la transition écologique, donc là, j'ai pas observé grand-chose, mais il y a quand même un effet, on retrouve un effet de renforcement par rapport aux ressources et aux impôts. Quand on dit comment finance-t-on la transition écologique? Par l'impôt, par les taxes, et qui doit être concerné en priorité, quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur le plan financier? Donc là, d'emblée, le débat est cadré. C'est-à-dire que, ok, on va mettre en place une transition écologique, mais à condition qu'elle soit financée par l'impôt, par les taxes, et avec un aspect le plus supportable sur le plan financier, ce qui, d'emblée, évince toutes les autres formes d'alternatives possibles, notamment en termes de financement participatif, en termes de projets alternatifs comme la permaculture, le recyclage des déchets. Bon, Jacqueline, toi, tu es Alternativa, donc tu connais ces alternatives. Mais d'emblée, tout est centré sur le rôle du secteur public. On oublie la sphère associative. Vous voyez, y a quoi d'autre que j'avais remarqué? Ah oui, quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir, qui doivent être conçues plus au niveau local que national? Ça, c'est en lien aussi un effet de renforcement avec la décentralisation. C'est-à-dire que les solutions, on postule qu'elles doivent être financées, mises en place par les collectivités territoriales et pas par l'État. Alors, de deux choses l'une, si l'État se désengage de plus en plus, c'est ce qu'on voit de manière récurrente maintenant, l'État se désengage de plus en plus, mais sans donner forcément le financement aux collectivités territoriales et aux collectivités publiques, parce que les impôts vont diminuer. Et comment, dans ce débat public, moi, citoyen français, je vais proposer des solutions pour faire avancer la transition écologique? Donc d'emblée, vous voyez que l'échelle des choix est très orientée et très limitée. T'attends, où c'est que j'en étais? Voilà, donc c'est toujours le même schéma, il y a des effets de renforcement, avec toujours un lien réduction service public, et comme s'il y avait des opinions déjà formulées, des prises de position déjà formulées, qu'on demandait aux citoyens de prendre position seulement et seulement à partir de ces prises de position. Donc c'est une prise de position sur la prise de position déjà nationale. Donc vous voyez que l'échelle est déjà très réduite. Donc en fait, le répondant ne prend pas vraiment position, il ne répond que par rapport à des prises de position déjà présupposées. Où c'est qu'elle est la liberté dans tout ça? Elle est très réduite. Et vous voyez comment, par des tournures de phrases, par des mots spécifiques, par un choix syntaxique bien particulier, pas par un autre, on oriente déjà, on cadre le débat national. Monsieur Macron disait ce sera toute forme de question qui sera posée, on va débattre en liberté. Bon, là, sur le plan linguistique, sémantique et presque psychosociologique, on est loin d'être sur des questions qui sont posées de manière libre. Ensuite, on a sur les institutions, la citoyenneté et la démocratie.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a 3 éléments qui sont mis au même niveau d'importance, au point que leur contenu devient équivalent. Le respect, la compréhension réciproque et les valeurs intangibles de la République. Je lis notamment l'intitulé d'une des questions qui m'a sauté à l'esprit. Alors, 30 secondes, je la retrouve. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque des valeurs intangibles de la République? Alors, c'est parce que les valeurs intangibles de la République doivent être respectées qu'on va accéder à une compréhension réciproque de chacun. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par valeurs intangibles de la République? Là, on a quelque chose on a une nominalisation, une montée en généralité. Quelque chose de concret qui est défini de manière très très abstraite. Donc forcément, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et surtout, qui est-ce qui se sent reconnu dans les valeurs de la République? C'est ça la grande question. Mais là, on présuppose que les valeurs de la République sont intangibles. Donc vraiment, discours, bon, j'allais dire presque technocrate, très très républicain au sens vieille oligarchie ou aristocratie, pour reprendre le terme de quelqu'un qui l'avait dit juste avant.